Et donc, bonjour à tous. Donc, je suis chargé pour démarrer cet après-midi de vous présenter donc, les actualités de la Banque nationale des maladies rares. Euh, Première actualité, parce que forcément, vous ne connaissez pas forcément tous mon visage. En tout cas, je suis le nouveau directeur opérationnel en lieu et place d'Arnaud Sandrin, qui n'a pas tout à fait fini son mandat, parce qu'en fait, il finit à la fin de l'année. Moi, je prendrai la suite officiellement en janvier, au 1er janvier 2025. Mais comme forcément, il avait beaucoup de congés à poser en fin d'année, c'est moi qui reprends cette partie-là. Il y a eu d'autres changements aussi, puisque du coup, l'équipe se dote d'une adjointe, d'une directrice adjointe en lieu et place de Nabila El Aroussi, qui était jusqu'à maintenant Chief Data Officer, donc responsable de l'équipe data de la BNMR. Et donc, du coup, on a un recrutement qui arrive 1er janvier avec Damien Leprovo, qui sera notre nouveau CDO, donc Chief Data Officer. Et on a bien sûr aussi pas mal de nouveaux arrivants dans les différentes équipes, avec notamment Céline Angin, qui nous avait quitté un peu plus tôt dans l'année, et qui a été remplacée par Paola Squarzoni, qui a repris la tête de l'équipe produit, product, celle qui s'occupe donc de tous les produits logiciels qui sont développés au sein de la BNDR. OK. Donc, du coup, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai essayé de classer un petit peu les différentes actualités selon les différentes thématiques. Donc, concernant Bambara, un point rapide sur le déploiement de l'application et de son usage. Donc, on a à peu près 119 conventions qui ont été signées. C'est 5 conventions de plus dans le dernier trimestre. 126 établissements déployés, 2255 centres de référence qui saisissent des données dans l'application et plus d'1,5 million de données patients qui sont actuellement renseignées dans l'application. On a grosso modo 800 utilisateurs quotidiens de l'application et 3000 utilisateurs mensuels dessus. Un autre point technique, c'est vous avez dû être informé par voie de mail comme quoi la BNDMR changeait d'hébergeur. Donc, on ne change pas bien sûr de tutelle avec toujours l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Mais par contre, l'hébergement de l'application elle-même va être maintenant déployé dans le cloud. Et donc, voici le calendrier de déploiement avec logiquement un go qui devrait nous être donné juste après les tests d'intrusion, donc les tests de sécurité qui vont nous permettre de nous assurer que cette version-là dans le cloud n'est pas moins sécurisée que la version dont on dispose actuellement, qui devrait être au courant janvier 2025. Alors techniquement, aucun changement, ce sera complètement même invisible pour les utilisateurs parce que l'adresse ne change pas, rien ne change finalement. Mais pour l'équipe, c'est effectivement un changement majeur avec notamment de l'exploitation de l'application à réaliser qui était actuellement faite par des équipes de la PHP. Un point aussi rapide de mise à jour sur le référentiel Orphanet, donc qui a été mis à jour le 4 septembre 2024 avec le nouveau pacte nomenclature 2024 qui avait été produit le 5 juillet 2024 par Orphanet. Il y a quelques éléments qui changent, notamment le obsolète et non rare en Europe apparaîtra maintenant non seulement au début de Pref Label, mais aussi de tous les synonymes. Et il y a aussi les expressions de groupe, notamment, avec un objectif, donc avec ce nouveau référentiel, de supprimer notamment ces exceptions. Et d'autres éléments, je ne vais pas tout détailler parce qu'on a une autre présentation juste après et que je n'ai que 15 minutes. Voilà. Ça, c'est aussi assez intéressant, c'est que pour vous proposer une vue d'ensemble sur tous les sets de données aujourd'hui qui sont compilés et en production ou en travaux au niveau de la Banque nationale des maladies rares, avec notamment donc, tout à gauche le set de données minimum maladies rares qui est en production depuis un bon moment et qui va être mis à jour en 2025 avec sa V2. Je vous en parlerai un petit peu plus longuement juste après. Le set de données minimum génomique aussi qui a fait son apparition au sein de Bambara. On a ensuite, sous le chapeau technique de Dospera, donc dossier spécialité rare, je vais vous montrer une petite vidéo juste après pour ceux qui ne connaissent pas peut-être cet item qui est maintenant de plus en plus utilisé et qui nous permet de collecter des données étendues sur les différentes pathologies au-delà du set de données minimum et qui s'intègre complètement dans l'application Bambara. Donc, pas de changement. Et donc, on s'en sert pour différents types de projets comme les reuse rares, les projets convergence, mais aussi tout ce qui a trait avec les ERN donc au niveau européen. Et on a aussi donc, différents sets de données errance et le set de données minimum traitement qui sont en production pour 2 molécules actuellement. Donc, si je voulais vous faire juste un petit focus sur Dospera pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, c'est une vidéo assez rapide là-dessus. Donc, en fait, l'idée, c'est finalement pour pouvoir sortir et aller au-delà du set de données minimum maladies rares et peut-être retrouver ce qui existait avec les pétales de Semara à l'époque. L'idée, en fait, c'est qu'on va pouvoir créer des formulaires spécifiques et dédiés qui n'apparaîtront dans Bambara que à l'usage de certains mots-clés. Donc là, c'est la partie administrateur. Donc comment est-ce que nous, on a une interface qui nous permet de configurer ce formulaire complémentaire. Donc on va pouvoir créer tout un tas de nouveaux items avec
Donc, le nom du champ, le type de champ, est-ce que c'est un menu déroulant, est-ce que c'est une case à cocher, est-ce que ce champ-là doit s'afficher uniquement si j'ai sélectionné oui à l'item d'avant, etc. Donc, c'est vraiment un truc complètement dynamique. Et côté utilisateur, en fait, simplement, quand on va rentrer un nouveau patient et qu'on va notamment ajouter un code à fenêtre particulier, eh bien, on a le DOSPERA, donc ce dossier spécialisé, de spécialité qui va s'ouvrir, et ce formulaire qui va s'ouvrir spécifiquement pour pouvoir être rempli. Et donc, du coup, ces deux critères, pardon, j'ai oublié de vous le dire aussi, c'est que les deux critères, donc c'est sur le bon code ORFA et si vous êtes dans un centre qui est associé aussi au projet. Donc, ça ne va pas s'afficher pour tous les centres par défaut, mais c'est des choses qu'on configure. Donc, c'est un outil extrêmement puissant qui finalement ressemble beaucoup à un ICRF que vous pouvez utiliser par ailleurs dans le cadre de la recherche. Okay. Juste un point rapide sur les différents accès précoces et les projets à venir donc, qui se servent aujourd'hui du set de données minimum traitement, donc avec les AP1 AP2 Biogène, l'AP2 aussi Takeda, qui sont actuellement en cours. Et on a tout un tas aussi de projets qui sont en cours de discussion, donc je ne vais pas non plus m'étendre complètement. Si vous avez des questions, en plus, Anne-Sophie Janot est juste là et beaucoup plus spécialisée que moi, en tout cas, pour le moment, sur ces sujets-là. On a aussi plusieurs projets d'accès compassionnel CPC dans les tuyaux et pour les projets de suivi des pratiques avec les filières de santé, FI2R, une réflexion est en cours avec FI2R, on a une réflexion en cours avec la filière. Toujours dans le cadre du set de données minimum traitement, donc il y a un appel à projet pré-CPC qui devrait être lancé. On a une validation par notre copile très officielle qui devrait être faite le 9 décembre 2024, mais on va quand même se permettre de vous en parler aujourd'hui. Donc l'idée, c'est qu'on a 91 molécules qui ont été identifiées par les filières comme candidates, mais on manque actuellement de données pour certaines molécules pour faire l'évaluation ANSM. Et l'idée, c'est de se servir du set de données minimum traitement pour recueillir ces données afin de permettre l'évaluation par la NSM et potentiellement de pouvoir avoir des éléments plus concrets sur ces différentes molécules. Donc, on a un appel à projet qu'on souhaite lancer au niveau de la BNDMR. On a encore dans la finalisation, on va dire, du texte accompagnant cet appel à projet et des deadlines aussi qu'on souhaite donner pour le rendu des dossiers. Et bien sûr, donc, la validation par le COPIL la semaine prochaine. Un point sur les registres ERN. Donc, il y a une note que vous pouvez consulter sur le site de la Banque nationale des maladies rares. Donc, c'est une note qui a été publiée le 28 octobre 2024 et qui fait, en tout état de transparence, état de tous les états d'avancement de toutes les filières dans leur, dans leur interopérabilité avec les ERN pour chacun. Ça tombe bien, on parle d'interop, donc on va continuer là-dessus. Le point le plus saillant en termes d'interopérabilité, donc c'est la mise en place du nouveau set de données minimum, enfin l'évolution du set de données minimum qui passe en V2. Donc avec c'est quelque chose qui a été validé notamment par le COPIL BNDMR en avril 2024. Il y a eu un gros travail forcément tout au long de l'année de constitution et de différentes contributions de différentes filières pour la constitution de ce nouveau volet. Et on a pu en fait déposer un dossier au niveau de l'ANS, donc l'Agence du numérique en santé, pour la création de ce nouveau format. Et on a aussi en fin d'année réalisé toutes les réunions de présentation de ce nouveau format auprès des établissements et notamment des DSI des établissements et aussi auprès des éditeurs de dossiers patients informatisés pour s'assurer que, avec un financement aussi ad hoc qui va permettre aux établissements de faire l'évolution dans leur dossier patient informatisé de la fiche maladie rare qui permet de remplir automatiquement Bamara à partir du DPI. Donc, les évolutions majeures, c'est que maintenant, le fœtus est considéré comme une partie de sa mère. Donc, il y a tout un tas d'items qui sont en lien avec ça. On a des items qui sont en lien en termes de conformité avec l'Agence numérique en santé. Des items qui sont la conformité avec le Common Data Elements, notamment le recueil du consentement à la transmission des données dans un registre européen, le lien vers les biobanques, mais aussi le score ICF. Donc, c'est des choses qui sont demandées généralement dans le Common Data Elements. Et donc, l'idée, c'était de s'aligner là-dessus. On a modifié aussi le recueil la manière dont on recueille le consentement du patient. Donc, on est maintenant sur une case à cocher comme quoi le patient s'oppose strictement à la réutilisation de ces données et non plus le fait d'une non-coche qui valait pour opposition. On a quelques items aussi qui disparaissent comme la date de décès, un traitement spécifique à la maladie rare en cours, les médicaments orphelins, les patients participant à un protocole, les types d'investigation réalisés, la présence de malformations natales, parce que toutes ces informations-là, en fait, sont déjà disponibles dans le SNDS. Et comme on a un énorme projet, effectivement, d'aller vers un chaînage global
de la BNDMR dans le SNDS, c'est forcément des items qu'il n'est pas nécessaire de demander puisqu'on pourra les récupérer au travers du SNDS. D'autres évolutions, donc au niveau des activités, le catalogue d'activités, le champ diagnostic avec l'ajout du champ maladie complexe non rare. Il ne sera plus non plus possible de coder un orphacode non rare, mais on va ajouter un nouveau champ qui permet de renseigner en tant que diagnostic principal une maladie complexe non rare qui repose maintenant sur la terminologie SIM10. Il y a des items concernant la partie génétique et aussi des demandes qui étaient à la base des demandes d'utilisateurs sur des informations d'audit et de rendre interopérable notamment le commentaire du diagnostic. Je vais assez vite parce que le point d'après est peut-être encore un petit peu plus important. On fait une évolution assez majeure aussi du statut diagnostic avec notamment la disparition du statut de la variable non malade qui n'existe plus et qui va être transformé en statut diagnostic réfuté. Et on a aussi, bon, donc vous voyez après les différents statuts qui vont être changés avec notamment le porteur sain qui va être changé en confirmé porteur sain hétérozygote, le confirmé qui reste confirmé, le en cours qui reste en cours, le probable qui disparaît mais qui va rentrer dans en cours, et enfin les indéterminés qui restent indéterminés. Et on va avoir aussi la possibilité maintenant d'indiquer pas de signe de la maladie dans l'âge au premier signe. Et voilà, c'est quand même donc une indication qui est assez majeure et donc il faudra bien accompagner à notre niveau aussi auprès des gens qui renseignent la banque. Un autre point qui concerne plus la partie génomique et notamment le lien avec les labos du PFMG 2025, que je connais assez bien, fatalement. Du coup, très rapidement, si vous regardez le schéma du haut, en fait, on a aujourd'hui un schéma, le schéma actuel qui est le prescripteur, qui va saisir ces patients dans Bamara, potentiellement saisir ces patients dans Spice ou iGen, qui sont les outils de prescription des plateformes, des labos du PFMG 2025, qui va peut-être aussi saisir ces données-là dans un autre système pour réaliser une prescription papier. On a tout à droite donc le LBM qui va récupérer ces informations-là, réaliser le séquençage, réaliser l'interprétation, renvoyer un compte-rendu papier généralement au prescripteur ou renvoyer les résultats au travers des outils de prescription des labos. Et le prescripteur va peut-être ressaisir les données de résultats dans Bamara. Donc on voit un peu le nombre de saisies qu'il y a à ce niveau-là. Et donc l'idée, c'est de proposer le schéma qui est juste en dessous, où finalement le prescripteur va pouvoir saisir dans Bamara son patient et à l'aide d'un simple clic bouton, va directement transférer en fait le contenu de sa fiche patient dans un outil de prescription comme Spice ou iGen, voire créer très directement une prescription papier, donc pré-remplie. Ça, c'est transmis directement au labo. Et pareil pour le chemin de retour. Donc, on a toujours le compte-rendu papier qui revient au prescripteur. Ça reste légal et il n'y a pas de sujet là-dessus. On ne change pas ce circuit-là. Mais en parallèle, les résultats seront aussi transmis à Bamara pour être intégrés très directement dans le SDMG. Donc, l'intérêt, c'est que tout ça, c'est complètement sécurisé et ce sont des flux aussi informatiques. Donc, on a aussi une qualité de la donnée qui descend et qui remonte, qui est effectivement un petit peu meilleure. Donc, ça, c'était un des enjeux. Donc, réduire les saisies de données identiques, fiabiliser les transferts d'informations, mais aussi systématiser le remplissage du set de données minimum génomiques dans Bamara. Donc aujourd'hui, l'état d'avancement, c'est que c'est en production depuis novembre 2024 dans le sens Bamara vers les outils de prescription du PFMG, et c'est en cours de développement, ce sera prêt au T1 2025 dans le sens outils de prescription du PFMG vers Bamara. Rapidement encore, une autre petite vidéo. Je suis désolé, j'aime bien mettre ça parce que c'est plus simple pour se rendre compte vraiment de à quoi ça ressemble. Donc quand je rentre dans Bamara et que je vais sur mes patients, là, je vais choisir cette dame qui s'appelle Manon Dubon-Dupont. Donc, on a tout un tas d'infos que vous connaissez certainement l'application, même mieux que moi. Donc, son nom, prénom, date de naissance, sexe, etc. On va avoir les codes ORFA, les investigations déjà réalisées, les descriptions cliniques avec HPO. On peut avoir même plusieurs diagnostics qui sont positionnés. Bien sûr, c'est moi qui ai créé le patient, donc ça n'a aucun intérêt médical. Et donc là, maintenant, vous avez ce bouton-là en haut à droite. Quand vous cliquez dessus, ça va directement ouvrir. Donc là, pour le coup, c'est Spice, donc l'outil de prescription de Sequoia. Et quand vous allez vous connecter sur votre compte, finalement, la prescription va déjà être complètement pré-remplie avec toute la démographie du patient, mais aussi les investigations déjà réalisées. Et vous allez avoir aussi les codes ORFA et les HPO qui ont suivi. Donc l'idée, voilà, c'est qu'on évite complètement la double saisie à ce niveau-là. Et bien sûr, après, vous reprenez votre vie en tant que prescripteur, vous allez sélectionner une préindication, vous allez pouvoir ajouter les apparentés, etc. On n'est pas rentré dans la complexité de gérer le dossier de pochette familiale pour le moment. L'idée, c'était d'aller assez vite quand même à produire quelque chose qui avait un intérêt fort. Voilà. Alors, ça ne concerne bien sûr pas que les labos du PFMG, puisqu'on a aussi un gros travail avec les labos autres en dehors du PFMG. Notamment, on a 4 sites pilotes qui sont juste ici. Je ne les détaille pas, avec lesquels on va travailler tout au long de 2025 pour mettre en place aussi cette interop. Ok. Petit point aussi sur
tout ce qui concerne plutôt la partie recherche et l'anthropologie de santé de la BNDMR, avec notamment les résultats du deuxième appel à projet Reuse Rare, donc, dont la date limite était au 30 octobre 2024. Et donc, les projets qui ont été reçus, vous avez la liste juste là. Notez-moi, Jérôme, qu'il y en a un. Voilà. Ensuite, petit point pour vous sur les partenariats industriels qui sont actuellement en cours, donc avec notamment, on a essayé de séparer les études qui sont à périmètre strict BNDMR, donc avec en ce moment un projet avec Amgen, Inosim, AstraZeneca, et un autre projet en cours de signature avec Chiesi. Et on a aussi différentes études qui sont, elles, pour le coup, chaînées avec le SNDS, donc qui sont potentiellement un peu plus longues à mettre en place actuellement, mais avec LFB, Orax, MK et Roche. Et enfin, et ça va me permettre de chaîner avec la présentation, sans mauvais jeu de mots, bien sûr, chaîner, la présentation d'Anne-Sophie. Donc pareil pour les partenariats académiques avec les études à périmètre BNDMR, avec notamment un projet du professeur Riman Abou sur le recensement des épilepsies rares. On a aussi, donc ça c'est en cours d'analyse, on a des rapports articles qui sont en cours de rédaction actuellement sur les myopathies, mais aussi une étude de mortalité des patients atteints de déficit en mélavonate kinase. Et enfin, on a aussi des études académiques chaînées BNDMR, SNDS, avec de Romos, mais ça, je pense que tout le monde est bien au courant de ce projet-là, qui est, je crois, notre plus gros projet actuellement au sein de l'anthropologie de santé. On a différents projets financés directement par l'Union européenne. Et enfin, un rapport article en cours de rédaction pour le projet Vargen. Et je laisse donc Anne-Sophie vous en parler plus concrètement. Et merci pour votre attention. Désolé, je suis allé un peu vite. L'opportunité de présenter le projet Vargen. Donc, c'est un projet donc, qui a été mené à la demande donc, du gouvernement et c'est la DGOS qui avait désigné un groupe de travail dont les membres sont ici pour donc, faire une étude quantitative sur les patients atteints de variations du développement génital et sur leur prise en charge chirurgicale. On avait eu un accompagnement donc, financier à la fois par la DGOS, mais aussi par le Health Data Hub, ce qui nous a permis d'avoir un chaînage assez rapidement et de pouvoir utiliser leur plateforme technologique. Donc l'objectif de l'étude, c'était d'une part ce qu'on a appelé l'étude BNDMR, variation du développement génital, c'est-à-dire regarder au sein de la BNDMR le parcours des soins des patients qui sont suivis dans le réseau expert, le nombre de personnes concernées, les actes médicaux, et de comparer aux recommandations internationales et nationales. Et puis, on avait une deuxième partie de l'étude qu'on a appelée l'étude plutôt SNDS, variation du développement génital, c'est-à-dire à partir du système national de données de santé, donc les données de l'assurance maladie uniquement, donc pas les données qui sont rentrées dans la BNDMR, regarder en fait le nombre de patients qu'on a cette fois-ci, mais qui passent ou ne passent pas dans des centres experts. Donc, le nombre de patients qui sont concernés, le nombre d'actes médicaux, et puis de décrire le parcours donc de soins et surtout la proportion de patients qui sont pris en charge dans les centres experts. Donc, alors, la population, donc on a dû se restreindre parce qu'on devait avoir, on était obligé d'avoir quand même certaines qualités méthodologiques et on savait, après discussion avec vous, que dans la filière, les données étaient fiables à partir de 2015. Et donc, on a choisi de prendre que les patients qui étaient nés après 2015. Et puis, on voulait avoir au moins 3 ans de suivi. Donc, on s'est arrêté en 2020. Donc, on a pris tous les patients qui étaient nés entre 2015 et 2020 pour l'étude BNDMR. Puis, pour l'étude sur le système national de données de santé, là, on sait qu'on a des données de très bonne qualité à partir de 2012. Et donc, on a choisi de ne garder que les patients nés après 2012. Et donc là, ça nous permettait d'avoir un suivi assez homogène pour les deux sources de données. Donc, ensuite, on a eu tout un travail sur le choix des populations en termes de code d'inclusion. C'est-à-dire, autant c'est relativement facile d'identifier cette population grâce au code ORFA, mais il y avait quand même un petit travail à faire, autant c'est beaucoup plus compliqué dans le SNDS de trouver des codes qui sont pertinents pour décrire des patients qui sont
des personnes qui sont atteintes de variations du développement génital. Donc, on a fait un gros travail pour identifier ces codes. Donc, alors, là, je vous montre, alors j'espère que vous voyez bien. Donc là, c'est l'ensemble des patients qu'on a identifiés dans la BNDMR comme porteurs des codes ORFA d'intérêt de variation du développement génital. Donc, on les a répartis en 6 groupes. Alors, il y a un groupe qui n'est pas un groupe qui est juste un ensemble de patients porteurs d'un seul code ORFA, qui sont les hypospates postérieurs. Et puis, on a les dysgénésies gonadiques mixtes, qui sont aussi une seule maladie. Puis, les 4 autres, ce sont des groupes de malades. Et donc, je vais vous les présenter. Donc là, je vous montre en fait la vitesse d'inclusion dans la BNDMR et le fait qu'aujourd'hui, si on prend tous les patients, pas que ceux nés entre 2015 et 2020, on a à peu près un peu plus de 5500 patients, qu'on a un âge à la première activité à 7 mois, que en médiane, ils sont nés en 2008, qu'il y a un peu plus d'hommes que de femmes, et que ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a un bon quart des patients, ce sont des hypospades postérieurs, et qu'ils sont, donc, bien sûr, c'est congénital, donc l'âge au premier signe, et c'est bien cohérent, hein, c'est à la naissance, et que l'âge au diagnostic, il se fait, et c'est cohérent en médiane à la naissance aussi. Et donc, on a aussi un bon tiers des patients, ce sont des hyperplasies congénitales des surrénales. Donc là, je vous montre quand même les 4 groupes, qu'est-ce qu'ils contiennent. Donc, il y a ce qu'on appelle les syndromes avec variation du développement génital. Et le plus gros groupe, c'est les Dennis-Drash, le syndrome de Dennis-Drash. Mais après, vous voyez, le syndrome Vagre n'est pas très loin. Ensuite, vous avez un autre groupe avec les dysgénésies gonadiques. Donc, et là, vous avez les dysgénésies gonadiques complètes et partielles chez les garçons, donc avec plus de 300 patients pour chaque pathologie. Et ensuite, les hyperplasies congénitales des surrénales. Et là, donc ça, c'est les chiffres globaux, hein, toujours de la BNDMR. Donc, il y a plus de 2000 patients qui ont une hyperplasie congénitale classique, une forme classique. Et puis ensuite, donc les anomalies du développement des gonades XX avec donc essentiellement des dysgénésies gonadiques XX et des ovotécis. Ensuite, il y a le dernier groupe, ce sont les variations du développement génital d'origine endocrine XY, avec le plus gros groupe qui sont les dysgénésies gonadiques, j'arrive pas à voir, mais vous devez voir sur donc en fait, voilà, les insensibilités complètes aux androgènes. Ensuite, vous avez donc ça, c'était tous les patients de la BNDMR qui ont une variation du développement génital. Maintenant, si on regarde que les patients nés entre 2015 et 2020, on en avait 809. Et grâce au travail extrêmement important que vous avez fait, on avait quasiment les numéros de sécu pour tous les patients. Et donc, on a réussi à récupérer, on a réussi à enchaîner 745 avec le SNDS. Donc, parce qu'on avait les numéros de sécu, c'était facile de récupérer toutes leurs données de l'assurance maladie. Et donc, on a in fine, parce qu'il y a des problèmes aussi au niveau de l'assurance maladie de chaînage, on avait in fine que 650 patients qui avaient effectivement un séjour de naissance. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est on avait aussi travaillé sur le versant quels sont les codes dans les données de l'assurance maladie qui nous permettraient d'identifier ces patients. Et donc, on avait relevé tous ces codes. Donc, on avait vraiment essayé d'aller très largement sur l'ensemble des variations de développement génital potentiel dans l'assurance maladie. Et malheureusement, quand on regardait l'assurance, quand on prenait les enfants de Bamara, donc, et qu'on regardait en fait la part des patients qui avaient un code d'intérêt dans l'assurance maladie, eh ben, on n'en avait pas beaucoup. On en avait
2 tiers qui avaient un code, on appelle un code SIM, donc un code diagnostic d'intérêt, et même pas un tiers qui avait un acte spécifique de chirurgie d'intérêt. Ce qui veut dire qu'on était incapable, en prenant juste les données de l'assurance maladie, d'identifier ces patients parce qu'ils sont très mal codés dans l'assurance maladie. Et donc, on n'arrivait pas à les identifier. Et entre guillemets, heureusement qu'on a fait un chaînage avec les données de Bamara parce qu'autrement, on n'aurait pas réussi à faire une étude. Donc là, juste pour vous montrer, le délai en mois à la première consultation en centre expert, donc la médiane est de 5 mois, mais elle est très faible pour les hyperplasies congénitales des surrénales, ce qui est normal. Et puis, ce qui nous intéressait surtout, c'était de savoir à partir quel était le taux de chirurgie chez ces enfants, comment il avait évolué sur la période récente. Donc, vous voyez en fait que là, on part des 651 patients à l'origine, et puis on regarde la probabilité cumulée de chirurgie jusqu'à 3 ans. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près 2 tiers des enfants qui ont eu une chirurgie des organes génitaux à 3 ans. Et plus spécifiquement, on a regardé en fait si il y avait une différence entre les garçons et les filles, mais ça c'était complètement attendu puisque les garçons c'est essentiellement des hypospades. Et donc on voit qu'il y a beaucoup plus d'opérations chez les garçons que chez les filles. Et puis, ce qu'on voyait, c'est par période de naissance, on voyait en fait que finalement, dans la période récente, on opérait significativement moins. C'est-à-dire, on a comparé la période 2015-2017, donc les naissances qui ont eu lieu entre 2015 et 2017, et les naissances entre 2018 et 2020. On a observé qu'on avait un peu moins de chirurgie, mais surtout que cette différence, elle était très marquée sur les hyperplasies congénitales des surrénales. Vous voyez qu'on opère quasiment 3 fois moins. Donc ça, c'est très, très marqué, même si on a des petits effectifs, hein, mais c'est normal, c'est assez rare, hein, et qu'on n'a pas réussi à chaîner tous les patients. Et puis, ce qu'on observe aussi, c'est pour les hypospades. Donc là, pour le coup, vous voyez qu'on opère, je crois que c'est 90% de garçons, mais par contre, on opère aussi moins dans la période récente. Donc, il y a une tendance à moins opérer. Et là, on est quand même avant la loi de bioéthique, donc on est sur des cohortes plus anciennes, donc c'est avant qu'il y ait eu les RCP nationales organisées suite à la promulgation de la loi. Et ce que je voulais en dernier vous montrer, c'est que la dernière partie de l'étude dont je vous avais parlé, qui nous intéressait énormément, qui était d'évaluer la proportion d'enfants qui ne passaient pas par le réseau expert, on a été incapable de la faire. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à identifier dans l'assurance maladie les patients qui ont une variation du développement génital. Donc, on ne peut pas avoir de numérateur, de dénominateur, donc on ne peut absolument pas faire d'études. Donc, c'est pour ça que on a quand même essayé de regarder pour des pathologies un peu précises si on avait quand même des résultats qui étaient intéressants. Donc, on a regardé E25, c'est les hyperplasies congénitales des surrénales. Et donc, malheureusement, on a un très faible recoupement entre les données de la BNDMR et les données de l'assurance maladie. On voit qu'il y en a 20% qui sont opérés, et on pense qu'il y a plein de mélanges et que dans E25 n'est pas un code spécifique. Il y a plein de gens qui sont codés en E25 mais qui ne sont pas des hyperplasies congénitales des surrénales et qu'on ne les récupère pas bien, que c'est mal codé et que ce n'est pas des données qu'on peut utiliser. Et puis sur les hypospates qui sont les Q54.2, 54.3, eh bien là on pense que les données sont de mauvaise qualité dans le SNDS parce que on n'a même pas 2 tiers des patients qui sont opérés, à peu près, on a 2 tiers, alors qu'on sait que c'est beaucoup plus par rapport aux données qu'on a. Donc pareil, on pense qu'il y a du bruit, que c'est mal, peut-être que dans des maternités, ils voient, ils codent, et puis en fait, ce n'est pas cette malformation, et donc ce n'est pas des données qu'on peut utiliser en fait. Et donc là, je vous montre, parce que bon, le rapport, il n'est pas publié encore, il a été transmis au Parlement, mais on attend. Nous, on a fait notre travail, on l'a finalisé le rapport en mai, mais par contre, on attend qu'il soit transmis au Parlement pour justement le diffuser. Et ça, c'est quand même, je vous montre quand même les messages qu'on a mis dans le rapport, qui sont que
Il y a 135 naissances environ par an de VDG qui sont pris en charge dans les centres experts, qu'il y a 3 pathologies majoritaires avec les hypospas qui représentent la majorité des cas, et que le taux de recours à la chirurgie varie bien sûr d'une variation du développement génital à une autre, et qu'il y a eu un net recul des chirurgies chez les filles avec hyperplasie congénitale des surrénales au cours de la période récente. Et le dernier point, c'est que il faut voir que c'est effectivement avant la promulgation de la loi. Donc, merci.